L'altimètre se déroulait comme une montre brisée. Et je me souviens d'avoir pensé exactement à cet instant, avec le liquide hydraulique qui se répandait sur mon viseur et l'appareil qui tournait peut-être à 40 degrés par seconde, je me souviens d'avoir pensé que le son des alarmes était presque musical. C'est ce que fait votre cerveau quand il décide que vous êtes déjà mort. Il trouve quelque chose de beau dans le bruit. J'ai tiré la poignée d'éjection principale, celle qui est censée faire partir les deux sièges simultanément. La verrière est partie. J'ai senti le choc de l'air à 700 km/h me frapper le visage comme un mur de béton. Mon siège a tiré. La charge explosive a détenu sous moi et j'étais dehors, dégagé de l'appareil. Et je me retournais déjà dans le harnais pour regarder en arrière. Et le cockpit arrière était toujours là, intact, toujours en train de tomber avec l'appareil. Il y eut une demi-seconde de silence sur le canal intercom. Une demi-seconde où je n'entendis que le vent et le hurlement lointain de ce qui avait été deux réacteurs parfaitement fonctionnels. Et puis sa voix arriva, calme comme un dimanche matin. Il dit « Il n'a pas tiré ». 3 mots, parfaitement calme, comme s'il lisait un cadran d'instruments. Je veux que vous compreniez quelque chose avant d'aller plus loin, parce que les gens entendent une histoire comme celle-ci et ils attribuent les rôles immédiatement. L'homme qui a vécu et celui qui n'a pas vécu. Ils vous désignent comme le chanceux, sans comprendre que la chance n'a rien à voir là-dedans. Ce qui s'est passé dans ce cockpit, ce qui s'est passé dans ces dernières secondes, ce n'était pas de la chance. C'était une séquence de défaillances mécaniques et de décisions humaines que j'ai reconstruites dans mon esprit chaque nuit, sans exception. Chaque nuit, depuis ce jour-là. Alors, laissez-moi vous ramener en arrière. Laissez-moi vous ramener avant l'incendie. Jean-Luc Moreau et moi volions ensemble depuis 3 ans au moment de cette mission. 3 ans semble être un chiffre jusqu'à ce que vous compreniez ce que 3 ans dans un avion de chasse biplace signifie réellement. Cela signifie 6000 heures d'espace aérien partagé. Cela signifie que vous avez été à moins d'1 mètre derrière cet homme à 2 fois la vitesse du son, à 12 000 mètres d'altitude, dans le noir de la nuit, avec rien entre vous et l'atmosphère vide qu'1 centimètre de verre de verrière. Le F-4 Fantôme n'est pas un petit appareil. Ce n'est pas un appareil silencieux. Ce n'est pas, par aucune mesure rationnelle, un appareil confortable. Il consomme le carburant à un rythme qui punit l'inattention. Ces systèmes hydrauliques sont suffisamment complexes qu'une seule conduite défaillante peut transformer un instrument de précision en brique aérodynamique. Les réacteurs sont situés directement sous vous et génèrent suffisamment de chaleur que lors des longues missions, vous pouvez la sentir à travers le baquet, à travers votre combinaison de vol, dans le bas de vos cuisses. Et dans le cockpit arrière de cet appareil se trouve l'homme dont le travail est de vous maintenir en vie. L'officier de navigation. Le système nerveux de l'appareil n'est pas un passager. Cette distinction m'importe énormément et je ne la laisserai pas minimiser. Jean-Luc n'était pas un passager. Il était le système nerveux de l'appareil. Tandis que je gérais l'acte physique du vol, le manche, la manette des gaz, la conversation kinesthésique brute entre mes mains et 20 tonnes de cellules, Jean-Luc gérait tout le reste. L'image radar, l'environnement des menaces, les systèmes d'armement, les contre-mesures électroniques. Il traitait l'information à un rythme qui dépasserait la plupart des gens, me la transmettant en appels calmes et précis, filtrant le chaos en quelque chose que je pouvais utiliser. Nous avions un langage que nous avions construit ensemble sur 3 ans. Pas un langage formel, pas quelque chose tiré d'un manuel. Un langage de petites choses. La façon dont il ajoutait une demi-pause avant un appel de menace qu'il considérait sérieux. La façon dont je roulais légèrement à gauche avant une descente pour lui dire que nous descendions sans rompre la discipline radio. La façon dont il appuyait 2 fois rapidement sur l'intercom quand il voulait que je vérifie ma jauge de carburant sans prononcer les mots à voix haute. Vous ne pouvez pas fabriquer ce langage. Vous ne pouvez pas l'entraîner dans un simulateur. Il grandit dans l'espace entre 2 personnes qui ont décidé, sans jamais le dire directement, qu'elles ne laisseront pas l'autre mourir. Jean-Luc était de Lyon.
Il avait une femme prénommée Isabelle et un fils de 6 ans au moment où nous avons volé cette mission. Il avait une façon de pincer les lèvres quand il calculait mentalement les données de menace, comme si les chiffres avaient une saveur qu'il était en train d'évaluer. Il buvait son café serré, toujours 2 sucres, et il lisait des romans policiers dans la salle de briefing avant les missions du matin, et il pouvait exposer un environnement de menace en 40 secondes avec une précision qui faisait taire les officiers supérieurs en pleine phrase. Il avait 33 ans. La mission elle-même n'était pas inhabituelle. C'est une des choses qui me pèse encore, même aujourd'hui. Ce n'était pas censé être la mission. Il n'y avait aucun renseignement indiquant une densité élevée de menaces surfacières le long de notre route d'approche. Nous avions volé dans ce couloir auparavant. L'évaluation des menaces était qualifiée de modérée, ce qui dans le langage de l'époque signifiait « présente mais gérable ». Cela signifiait que les systèmes que nous transportions et les tactiques que nous employions devraient être suffisants pour mener à bien la mission et ramener l'appareil. Nous étions à environ 6000 mètres d'altitude, en descente progressive vers la zone cible, quand la voix de Jean-Luc arriva sur l'intercom avec cette demi-pause spécifique avant les mots. Il dit « Accrochage, 2 heures, variante SA2. » Il nous a. J'ai rompu immédiatement à droite, lancé les contre-mesures. L'appareil a répondu comme il répondait toujours, proprement, docilement, avec précision. Et j'ai cru un instant que nous avions brisé l'accrochage. Jean-Luc dit « toujours en poursuite » et j'ai rompu plus vigoureusement, lancé à nouveau, et l'appareil se comportait exactement comme nous l'avions entraîné à se comporter. Je n'ai jamais entendu le missile. C'est la chose qu'aucun film n'a jamais rendue correctement. Vous ne l'entendez pas arriver. Il n'y a pas de sifflement, pas de tonalité d'approche dramatique. Il y a simplement l'appareil, en vol. Et puis il y a une onde de pression qui commence quelque part en arrière du réacteur gauche et se propage vers l'avant dans la cellule en environ 1/5 de seconde. Et dans ce 1/5 de seconde, l'appareil cesse d'être un appareil et commence à être une collection de pièces qui se trouvent par hasard à se déplacer à peu près dans la même direction. Les jauges de pression hydraulique sont tombées à 0 simultanément. Les deux. Quand vous voyez les 2 jauges hydrauliques tomber à 0 au même moment, vous avez une réponse spécifique, entraînée à ce spectacle. Vos mains vont à des endroits spécifiques. Vos yeux vont à des instruments spécifiques. Votre cerveau commence à dérouler un checklist spécifique. Mais d'abord, juste une fraction de seconde avant que l'entraînement prenne le dessus, votre cerveau enregistre ce qu'il voit réellement. C'est-à-dire que vous êtes dans un appareil sans système hydraulique, ce qui signifie pas de commande de vol, ce qui signifie que vous ne volez plus. Vous tombez. L'appareil est entré dans un roulis à gauche que je ne pouvais pas contrer. Le nez s'est abaissé. L'horizon, qui un instant auparavant était une ligne nette séparant le ciel bleu de la terre brune, était maintenant un point de référence rotatif qui n'avait aucun sens spatial. Je pouvais sentir les facteurs de charge augmenter à mesure que le nez continuait à s'abaisser, chargeant la cellule, et en même temps, je pouvais sentir, et ce détail ne m'a jamais quitté, je pouvais sentir le carburant aviation. Pas l'odeur de fond normale d'un appareil en fonctionnement, l'odeur aiguë, immédiate, du JP8 au contact du métal chaud. L'odeur qui signifie que l'appareil est en feu avant que vos yeux n'aient trouvé le feu. Jean-Luc parlait déjà. Il me lisait le checklist d'urgence hydraulique de mémoire parce qu'il n'y avait pas le temps d'attraper la carte. Sa voix était contrôlée. C'était la voix d'un homme qui avait abordé ce scénario dans le simulateur des dizaines de fois et qui appliquait maintenant ce briefing à un appareil en rotation à la verticale en territoire hostile. Il faisait son travail. Même alors. Surtout alors. J'ai déroulé les items du checklist qu'il m'appelait. J'ai tenté le transfert hydraulique d'urgence. Rien. Le mode de commande de vol de secours. L'appareil ne répondait pas. Le manche était mou dans ma main, d'une façon que le manche ne devrait jamais être mou. C'est une sensation que je ne peux pas décrire adéquatement à quelqu'un qui ne l'a pas ressentie. Une défaillance de commande de vol ressemble à être déconnecté de votre propre système nerveux.
L'appareil est là, sous vous, autour de vous, mais il ne vous entend plus. L'altimètre passait par 9000 mètres. J'ai commandé l'éjection. La procédure standard pour un appareil biplace est une commande simultanée. Le siège avant tire la poignée principale, le système fait partir le siège arrière en premier par une fraction de seconde pour dégager la trajectoire du siège avant, puis le siège avant part. Toute la séquence prend moins d'une seconde. Vous l'entraînez jusqu'à ce que ce soit un réflexe. Vous tirez la poignée et vous ne pensez pas, vous tirez simplement. J'ai tiré. La détonation de la verrière était correcte. Je l'ai senti partir. La corde explosive autour du cadre de la verrière a tiré et la pièce entière a quitté l'appareil proprement, ce qui m'a dit que le système principal avait une continuité électrique, ce qui signifiait mon siège a tiré. J'étais dehors de l'appareil, dans le souffle d'air, le harnais se tendant, le siège tombant sous moi à mesure que le parachute drogue se déployait, et je me retournais déjà, regardant déjà en arrière vers l'appareil, qui était maintenant une boule de feu en rotation, le nez peut-être à 50 degrés bas, toujours en descente, toujours suffisamment intact pour être reconnaissable comme un appareil. Et le cockpit arrière était... Le cockpit arrière était là, fermé, pas d'éjection, pas de siège, pas de Jean-Luc. J'ai crié son nom sur l'intercom. Je ne sais pas si j'avais encore la connectivité intercom à ce moment-là. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Mais j'ai crié son nom, et puis j'ai entendu sa voix. Ce qui m'a dit que la liaison radio était encore active. Ce qui m'a dit qu'il était vivant. Ce qui m'a dit qu'il y avait encore. Il dit « Siège avant dégagé, bon parachute ?» J'ai regardé en haut. Mon parachute était déployé et bon. J'ai dit oui. Il dit « Le siège n'a pas tiré. Du métal dans le chemin. Je ne peux pas atteindre la commande manuelle. » L'altimètre sur son tableau de bord aurait indiqué quelque part en dessous de 4000 mètres à ce moment-là. En dessous de 4000 mètres, avec ce terrain, avec l'appareil dans cette assiette, nous connaissions tous les deux le calcul. Il n'y a pas de cours de mathématiques qui enseigne cette équation. Il n'y a pas de simulateur qui exécute ce scénario. Mais nous le savions tous les deux sans avoir besoin de le dire. 3500 mètres. Il dit « Tu sais ce que tu dois faire. » J'ai dit son nom encore. Je l'ai dit comme on dit un nom quand on pose une question qui n'a pas de réponse. Il dit « Écoute-moi, tu sais ce que fait la déconnexion manuelle. Tu sais où elle est. Console gauche, en avant du cadran des manettes. Poignée jaune avec le protège-commande. » Je savais où elle était, la déconnexion manuelle. Le système que les pilotes n'évoquent presque jamais parce que le scénario dans lequel vous l'utilisez est un scénario que personne ne veut envisager. Le système qui déconnecte le siège arrière de la séquence de tir, qui transfère le contrôle autonome complet de l'éjection à l'opérateur du siège avant. Ce qui signifie que si vous le tirez et que le siège arrière tire ensuite, c'est qu'il tirera pour une autre raison, pas à cause de vous. Cela signifie aussi que si le siège arrière ne peut pas tirer, il ne peut pas tirer. 3000 mètres. Il dit « Tire, c'est un ordre direct. » Et je veux que vous compreniez le poids de ces mots à l'intérieur d'une combinaison de vol, à l'intérieur d'un harnais de parachute, à 3000 mètres d'altitude, en train de dériver loin d'un appareil qui contient votre meilleur ami au monde. Je veux que vous compreniez que Jean-Luc Moreau n'a pas dit ces mots pour me donner la permission. Il les a dit parce qu'il me connaissait. Il les a dit parce qu'il savait que sans un ordre direct, je pourrais trouver une raison, n'importe quelle raison, de croire qu'il y avait une autre option. Il dit « Isabelle sait, j'ai déjà écrit la lettre, tire cette poignée. » Il avait écrit une lettre. Il avait écrit une lettre à sa femme parce que les pilotes qui volent au combat écrivent des lettres à leurs femmes. Et Jean-Luc avait écrit la sienne et il me disait qu'Isabelle Moreau savait déjà que son mari l'aimait, que tout était en ordre, que la seule affaire non réglée dans le monde à ce moment-là, c'était moi. 2500 mètres. J'ai tiré la poignée de déconnexion manuelle. Il y a un son que fait une éjection. Je connais ce son de mon propre siège qui a tiré. C'est percussif, violent. Une détonation que vous sentez dans votre poitrine avant de l'entendre dans vos oreilles. Je n'ai pas entendu ce son après avoir tiré la déconnexion manuelle. Je n'ai rien entendu venant de l'appareil. Je n'entendais que le vent dans les suspentes et le grondement lointain de l'incendie. J'ai regardé l'appareil percuter le terrain depuis environ 2500 mètres.
La boule de feu était significative. C'est le mot que j'ai utilisé quand j'ai été obligé de la décrire dans des contextes officiels. Significative. C'est un mot qui contient tout et ne dit rien. C'est un mot de pilote, un mot pour un rapport, un mot qui prend quelque chose qui a brisé le monde en deux et le classe soigneusement dans une catégorie qui peut être traitée, documentée et classée. La boule de feu était significative. J'ai atterri à environ 2 km du point d'impact. L'équipe de récupération m'a retrouvé 40 minutes plus tard. J'avais 2 vertèbres fracturées par compression à cause de l'éjection, ce qui était standard. Je n'avais pas d'autres blessures. La documentation officielle décrivait le résultat de la mission comme suit. Appareil perdu par action ennemie, un membre d'équipage récupéré, un membre d'équipage tué au combat. Tué au combat. Comme si l'action qui avait tué Jean-Luc Moreau était le missile. On m'a demandé bien des fois, sur 4 décennies, si j'avais pris la bonne décision. Par des psychologues en uniforme, par des pilotes qui ont volé avec moi ensuite, par mes propres enfants, une fois, quand ils étaient assez grands pour poser la question. Par moi-même. Chaque matin, sans exception. Chaque matin depuis ce jour-là. Je n'ai pas de réponse qui satisfasse quiconque, y compris moi-même. La déconnexion manuelle était la décision tactique correcte. La décision à préserver une vie quand 2 vies étaient autrement perdues. La décision a été prise en conformité avec une instruction directe du membre d'équipage survivant senior. Par toute mesure qui existe dans le cadre de l'aviation militaire, la décision était correcte. Et j'ai tiré cette poignée. Et Jean-Luc Moreau est mort. Et ces 2 faits coexistent en moi simultanément sans jamais se résoudre. J'ai porté les médailles qu'ils m'ont données. J'ai accompli mon service. J'ai instruit des pilotes plus jeunes dans les procédures d'urgence et j'ai décrit le système d'éjection avec précision. Et je n'ai jamais vacillé quand le scénario surgissait dans les briefings. Parce que vaciller est un luxe que j'ai décidé ne pas mériter. Je suis rentré chez moi. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. J'ai regardé ces enfants grandir en des personnes qui ne savent pas ce que leur père porte, parce que ce que leur père porte n'est pas le genre de poids que vous mettez sur un enfant. Isabelle Moreau s'est remariée en 1993. Le fils de Jean-Luc, enseigne maintenant à Lyon. Je le sais parce que j'ai suivi leur vie à distance depuis 41 ans, ce qui est peut-être la seule promesse que j'ai tenue avec une fidélité parfaite. Les médailles sont dans une boîte dans le placard de mon bureau. Je ne les expose pas par fausse modestie, pas par une humilité feinte. Je ne les expose pas parce qu'une médaille est quelque chose que l'on donne à un homme pour ce qu'il a fait. Et je sais ce que j'ai fait. Je le sais avec la précision que 41 ans de reconstruction au milieu de la nuit procurent. J'ai tiré une poignée jaune avec un protège-commande et je suis descendu avec le vent, pendant que mon meilleur ami descendait avec l'appareil. Il y a des matins où je me tiens dans la cuisine et je bois mon café, et je regarde la lumière se lever sur le jardin, et je pense au fait que Jean-Luc Moreau n'a jamais eu un matin qui était simplement calme, ordinaire, et le sien. Et j'en ai eu, environ 15 000. Je les compte. Je les ai toujours comptés, parce que chacun est emprunté. Chacun appartient à un homme de 33 ans de Lyon, qui m'a dit d'une voix calme, sur un canal intercom mourant, au-dessus des débris en flammes, à 3000 mètres, qu'il avait déjà écrit la lettre, et que je devais tirer cette poignée. J'ai tiré la poignée. Je suis toujours là, et je serai debout dans ma cuisine encore demain matin, regardant la lumière se lever, en comptant.